Bonsoir à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Et comme vous le savez, chaque lundi, c'est le football européen, 100% continent européen. On va parler et décortiquer de tout ce qui est football européen. Avec moi pour animer cette émission, Amadou Mazorialo. Bonsoir Amadou. Bonsoir Hassan et bonsoir à ses fidèles téléspectateurs. Alors, je sais qu'aujourd'hui encore, on a un sommaire exaltant, un sommaire extraordinaire. On y va avec vous, Amadou. Eh bien oui, effectivement, aujourd'hui d'abord, on va s'intéresser de l'Hérault, surtout avec cette formation après sa défaite contre l'Espagne sur le score de 1-0. Donc la Norvège a quasiment dit adieu au rêve, cette fois-ci de la qualification de l'Hérault 2024, au moins d'un miracle. Ensuite, on va parler surtout des performances de Kylian Mbappé qui a été apprécié par Michel Platini dans un cadre général. On va mettre un coup de projecteur sur l'Hérault. Alors, c'est parti pour Tour d'Europe, juste après cette transition. De retour sur ce plateau, après sa défaite contre l'Espagne, 1-0, la Norvège a quasiment dit adieu à ses rêves de qualification pour l'Euro 2024. À moins d'un miracle pour accéder au barrage, la sélection scandinave ne sera pas de la partie en Allemagne. Aux grandes dames de la star Erling Haaland, toujours dans l'attente d'une participation à une compétition majeure avec son pays. On va débattre ce sujet pour cette première partie de l'émission. Mais avant, je vais me tourner vers mes chroniqueurs. On va commencer par Zainab. Bonsoir Zainab et bienvenue. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. À deux retours, vous nous avez manqué sur ce plateau. Vous m'avez manqué aussi et c'est un plaisir d'être ici ce soir avec vous et surtout de servir nos téléspectateurs. Il est toujours là, Passy. Bonsoir Passy et bonsoir, bienvenue. Bonsoir Hassan, bonsoir Manzor, bonsoir Zainab et bonsoir à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent maintenant. On va s'intéresser à Erling Haaland avec son équipe qui a encore perdu contre cette équipe d'Espagne sur le score d'1-0. Ça recale quasiment, je dis quasiment parce qu'ils peuvent se qualifier, mais pour le moment, il n'y a pas d'issue pour cette équipe norvégienne. Non, pour le moment, alors ils sont déjà là, ils sont disqualifiés. Ils viennent de perdre pour le moment, éliminés des éliminatoires pour l'Euro 2024. Ça déjà, c'est officiel. Mais il y a quand même une petite chance, même si je dirais que c'est peut-être des 0,099% qui est là, parce qu'il faudra s'attendre aujourd'hui à avoir une place pour les barrages, parce que vous savez, désormais, il y a cette nouvelle formule, il y a les 20 qui vont se qualifier rapidement. Sur cette nouvelle formule tout au long et voilà, de cette émission. Et Erling Haaland, comme on parle de lui, je pense que c'est une désolation pour ce joueur-là qui aujourd'hui quand même est dans cette course pour le Ballon d'Or. Et nous savons tous que juste là, depuis le début de sa jeune carrière, il a 23 ans, mais il n'a pas encore eu la chance de jouer une compétition majeure avec son équipe nationale et on sait que ça compte énormément aujourd'hui dans l'histoire du Ballon d'Or ou bien les autres trophées majeurs. Même si tu brilles en Europe aujourd'hui en club, mais si tu ne viens pas dans un pays qui est une grande nation de football, ça devient un peu compliqué. Mais c'est ça aussi, c'est la Norvège, ce n'est pas comme la France ou l'Angleterre ou l'Espagne, c'est un peu dur pour ce joueur-là, qui aujourd'hui quand même concurrencie un certain Lionel Messi, un certain Mbappé, qui fait de merveilles avec la France pour le Ballon d'Or. Ce probable échec fait tâche, car avec une génération prometteuse, Amadou, Haaland, Martin Odegaard, Patrick Berg, Léo Ostigard, Antonio Nusa, les Norvégiens ont perdu des points évitable contre les Écossais. D'abord 2-1 à la Géorgie, 1 but partout, sans parler des deux revers contre l'Espagne, dont une première lourde défaite 3-0 le 25 mars 2023 dernier. Au final, la Norvège avait une poule accessible et se devait de faire mieux, tout comme Haaland qui compte pourtant 6 réalisations en 7 matchs. Amadou. Eh bien oui, cette sélection norvégienne, elle n'est pas dans une position quand même qui est appréciable parce que compte tenu, ils ont un joueur de qualité qui est Erling Haaland. On sait qu'Erling Haaland, c'est un joueur qui a pas mal d'objectifs à atteindre. On parle de Ballon d'Or, on parle de pas mal de compétitions. Mais malheureusement, pour ce joueur, il n'a pas eu l'opportunité de jouer des très grandes compétitions. Et puis, en footballeur, quand tu ne joues pas ces genres de compétitions, on ne peut pas parler de Ballon d'Or. Ça a été tout le temps des atouts
des joueurs de l'équipe de France. C'est le cas de Karim Benzema. À un certain moment dans l'équipe de France qu'il a fatigué, il était obligé de se concentrer au club. Mais quand même, Mbappé a eu quelques situations qu'il a appréciées. Alors, parlant maintenant de cette formation qui se trouve dans une position qui n'est pas appréciable parce que déjà, il y a 5 points entre cette formation norvégienne et l'Espagne. Ils occupent la 3e place. Donc, si déjà, il y a 5 points entre eux, le premier, et ça va être très, très compliqué. Moi, je me dis déjà, ils sont dans une situation un peu complexe, mais l'adversaire, c'est surtout l'Écosse et l'Espagne qui ont des joueurs de qualité. Mais quand tu prends aujourd'hui l'ossature de cette formation norvégienne, ils n'ont que 2 ou 3 joueurs qui sont capables de créer la différence. Moi, je me dis, est-ce que même Erling Haaland a été un joueur chanceux? C'est comme le cas encore de Luka Modric. Mais Luka Modric, lui, au moins, quand tu vois la composition de cette formation croate, il y a au moins des joueurs qui ont du vécu, il y a des joueurs qui sont talentueux. Mais malheureusement, je suis quand même un peu déçu de cette formation, mais on n'est pas surpris. Bonne chance à Erling Haaland qui n'a pas eu la chance de jouer des très grandes compétitions, mais on attend de voir la suite. C'est peu quand même. Alors, si Erling Haaland a manqué en la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il a manqué l'Euro en 2021. Est-ce que cette fois-ci, manquer cette coupe, on peut dire continentale, peut faire mal à ce joueur? Oui, ça peut faire mal à ce joueur mentalement parce que moi je dirais que c'est un joueur qui a des armes individuelles pour faire ici son talent en haut. À ce niveau, manquer une Coupe du Monde qui s'est passée de la plus belle des manières au Qatar, et encore avec cette compétition européenne qu'on appelle Euro 2024, et aussi, non seulement il a manqué collectivement, il va manquer collectivement, mais individuellement aussi. Il va le manquer parce que si on prend cette équipe norvégienne, même si Haaland jouait, il ne pouvait pas, lui seulement, parce qu'il n'y a pas assez de qualité dans cette formation, il n'y a pas assez de joueurs cadres dans cette formation afin qu'ils puissent donner quelque chose, en tout cas à ces différentes rencontres. Et posez-vous la question, Norvège a joué contre Espagne, et une des nations européennes qui aujourd'hui a tous les arguments à faire valoir pour devant qui que ce soit. Je pense même si Haaland... Mais l'Espagne mais moi, il y a une chose, moi je pense que... mais surtout, jouable mais surtout, il ne faut pas tout de suite quand même jeter des fleurs à cette équipe de la Norvège, parce que moi je me dis que c'était quand même une poule qui était accessible. Même si l'Espagne en face, c'est une grosse pointure, parce que c'est le plus titré de cette compétition-là, mais les autres équipes qui étaient en face, moi je me dis, elles étaient abordables quand même. Vous savez, on ne peut pas aussi comparer... Surtout quand tu as Haaland, tu as Martin Odegaard. Oui. Ce sont des grands en Europe. Tu as Patrick Berg, tu as Léo Ostigard, Antonio Nusa. C'est 5 joueurs qui peuvent faire de la différence dans une équipe de football. Par rapport à cette équipe de l'Espagne, bien, il y a du vécu. Mais sur papier, la Norvège aujourd'hui a assez plus de joueurs. Même si de l'autre côté, il y a des pépites qui sont en train de monter en puissance. C'est de là que je suis en train de débriefer. Certes, je suis un peu mal compris, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui... il faut bien vous faire comprendre. Parce que là, c'est ça, je pense que voilà. Essayez de nous faire comprendre, voilà. Ça fera on ne peut pas comparer aujourd'hui Espagne à Norvège. Non, c'est vrai, c'est une grosse pointure. Statistiquement, au point de vue vécu, on ne peut pas les comparer. Et aujourd'hui, vu que c'est Haaland qui est aujourd'hui la machine à marquer et puis qui est au sein de cette équipe norvégienne qui peut faire mal à l'Espagne. Je pense que non. Il y a Odegaard. Il n'y a pas que Haaland au sein de cette équipe-là. Dans le championnat. C'est pas aussi comme ça, on peut s'aventurer. Et puis, ils sont dans les phases d'éliminatoire d'une compétition qu'on appelle l'Euro et que toutes les grandes nations européennes veulent vraiment prendre part. Alors, oui, mais la poule, elle était abordable. La poule, elle était accessible, je dirais. L'Espagne, c'est vrai, l'Espagne, c'était le plus grand. L'Espagne, aujourd'hui, c'est le plus titré avec ses 3 titres, ok? Mais de l'autre côté, ils pouvaient gagner ces matchs. Moi, je pense que c'est là où ils ont perdu, les matchs qu'ils ont perdus là où il ne fallait pas. Parce que face à l'Espagne, déjà, ils savaient que c'est une grosse pointure. Il y a de la qualité. Aujourd'hui, vous savez, ce jeune joueur Gavi qui a marqué ses buts hier, qui a permis à l'Espagne quand même d'arracher cette victoire-là. Mais ils pouvaient quand même faire mieux avec les premiers matchs, parce que c'est là qu'ils ont pêché. Hein. Mais l'Espagne était la seule équipe qui faisait peur. Par ailleurs, d'avis avec Passy Bangora. Mais quand on voit, vous savez, le football aujourd'hui, quand on regarde quand même sur papier, cette formation norvégienne, elle est capable de se qualifier. Mais les qualifications de l'Euro sont très difficiles. Parce que moi, je me rappelle à un certain moment, l'équipe de France même avait du mal à se qualifier. Mais compte tenu de la logique, cette formation à 5 joueurs cadres, elle pouvait quand même créer la différence sur les petites nations, soi-disant petites nations dans leur groupe, et arriver avec l'Espagne et gérer le match.
Mais est-ce que ce n'est pas une question de coaching? Je n'ai pas une lecture, je n'ai pas une idée sur l'entraîneur de cette sélection norvégienne, parce que ça compte aussi dans le football. Mais est-ce qu'il a mis Erling Haaland dans une situation confortable? Il était quasi inexistant face à l'Espagne. Tu avais vu, il ne pouvait même pas se bouger. Voilà. C'était purement tactique. Il était là complètement bloqué. Il était fantomique dans ce match. Il faut regarder, il faut voir ça. À un certain moment, ça a fatigué même cette formation de l'Argentine, à un certain moment, qui manquait d'entraîneurs. Ils avaient des bons joueurs, ils partaient à la Coupe du Monde, ils te produisaient du beau football, mais vers la fin, au finish, on a compris que cette formation avait un problème d'entraîneur, qui avait du mal à gérer ces joueurs cadres dans cette formation. On attend de voir. Mais on ne peut pas enterrer tout pour le moment. Oui, mais quelque part, Major, moi je me demande aussi, Haaland, c'est vrai, c'est un serial buteur devant les buts, il a ces qualités-là, mais aujourd'hui, depuis combien de temps il ne marque même pas en club, ça c'est vrai. Et de l'autre côté, c'est un joueur qui, ce dernier temps, on le voit beaucoup plus dans des petits matchs, mais quand il s'agit aujourd'hui d'aller jouer des matchs vraiment, des gros matchs, mais on ne le voit pas. Quasiment pas face à l'Espagne, mais il était. C'était un fantôme. Haaland, juste. Un joueur de club. Je pense que c'est un joueur. Sélection. Parfois, c'est un buteur, parfois, il a baissé de niveau par rapport à la Mais ça arrive beaucoup à des joueurs, des grands joueurs qui évoluent dans des grands clubs, mais qui sont dans des petites nations de football. On a par exemple le joueur du Real Madrid, Modric. La Croatie, c'est une grande nation. Je parle de Gareth Bale, qui lui joue avec cette équipe galloise, mais c'était pas photo avec le Real Madrid. Ouais, c'était pas pareil. Alors là, Haaland, je pense que cette saison, il ne confirme même pas en club par rapport à la dernière saison, lorsqu'il est arrivé à Manchester City. Parce que si on parle de problème d'entraîneur en sélection nationale, je pense qu'en club, on ne parle pas de problème d'entraîneur. Aujourd'hui, l'entraîneur de Manchester City, c'est l'un des meilleurs. Mais ce dernier temps, mais on ne le voit pas dans les matchs, il ne marque pas depuis... On va parler sur cette transition rapidement. Après, on revient pour parler de la nouvelle polémique qui est en train de se faire en Europe. Après, on revient. On va continuer pour parler d'Erling Haaland sur ce plateau, Amadou. Tout n'est pas encore perdu. La raison, les coéquipiers d'Haaland pourraient profiter du nouveau système instauré par l'UEFA pour bénéficier d'une place en barrage. En effet, les équipes participant au match coupéré ne se décident plus directement par le classement des éliminatoires, mais par les résultats lors de la dernière Ligue des Nations. Vous en avez parlé au début de cette émission. Donc, ils ont une chance pour la qualification l'Euro 2024. Bon, je ne dirais pas une chance. Moi, je reste désolée. Je suis une grande optimiste, mais sur cette question, je reste pessimiste parce que ça sera très difficile de voir deux de ces quatre équipes se qualifier directement pour que quand même la Norvège espère finir parmi les 4 meilleurs derniers et puis aller décrocher une place pour ce match de barrage. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je me dis, c'est vrai, il faut être positif, il faut garder toujours l'esprit positif, mais pour la Norvège, cette fois-ci, je pense qu'ils plus bagage déjà. Il n'y a pas de... Je ne vois pas de la place pour eux dans cette compétition, en tout cas à l'Euro 2024. Alors, Amadou, pour ça, Norvège doit espérer au moins 2 des nations suivantes, Israël, 3e du groupe, la Bosnie, Zégovine, 4e du groupe, l'Ukraine, 3e du groupe, ou la Finlande, 3e du groupe, se qualifier directement pour figurer parmi les 4 meilleures équipes non qualifiées de la Ligue B et ainsi disputer les barrages. On est dans les calculs, la qualification elle est directe, on est en train de calculer. Ça, ce sont des mathématiques. Là, maintenant, on n'est même plus dans les calculs. Maintenant, peut-être c'est seulement on parle de ce qu'on appelle l'effet aléatoire. On est dans l'effet aléatoire. Moi, je pense que cette fois-ci, la probabilité elle est très faible pour cette formation pour qu'elle arrive à se qualifier. On ne peut pas les enterrer. Ça arrive, on a vu des nations qui se sont qualifiées de justesse. On attend de voir, mais c'est aussi lamentable avec une telle nation de football se qualifier dans des conditions nonchalantes, on peut le dire ainsi. Norvège n'est pas une grande nation de football. On parle de probabilité. Je suis pas d'accord avec toi. Et voilà, Haaland avec ses concurrents. Haaland, c'est un grand joueur. Effectivement, lui devrait prendre ses responsabilités
passer à ses concurrents. Parce que si vous avez vu les grandes nations de football, où il y a des très grands joueurs, ils ont tout le temps pris leurs responsabilités, même si l'entraîneur n'arrive pas à mettre un schéma tactique, voilà, qui va lui permettre d'être dans une position un peu appréciable, c'est à lui de partir décrocher la situation. À un certain moment, il peut même se transformer en entraîneur ou bien communiquer avec l'entraîneur, se donner des idées ou bien des solutions, passer par tous les moyens, savoir entamer la compétition. Mais moi, je me dis quand même les chances sont assez faibles pour cette formation. Un scénario très peu probable, hein, Passy. Ouais. Je pense cette probabilité ne va pas finir maintenant parce que... Même si on est dans l'approximation. Là, je pense que là, c'est purement mathématique. On est là sur le calcul. Voilà, mais c'est compliqué. C'est maintenant à l'entraîneur de faire une mission commando. Non, ce n'est pas l'entraîneur. Ben, il faudrait que les autres équipes-là d'abord se qualifient. Mais est-ce que ces équipes-là arriveront à se qualifier? Parce que c'est là... C'est à l'entraîneur d'inculquer dans la tête des gens, de ses joueurs, dire que il ne faut pas louper cette compétition. C'est à lui de transmettre également l'ambition également de cette équipe ou déjà de la Fédération norvégienne de football. Dire que c'est le rendez-vous des grandes nations. Donc, quoi qu'on fasse, il faut qu'on y participe. Donc, là, déjà, lui, mais là, ils n'ont plus leur destin en main. Je pense que là, ils n'ont plus leur destin en main. Ça ne dépend pas d'eux maintenant. Ça dépend de ces 4 équipes-là. Si elles se qualifient, l'une de ces équipes-là arrive à se qualifier, ok. Mais sinon, ils n'ont plus maintenant leur mot à dire. Là, ils vont faire à la Guinée. Le premier match, tu fais match nul. Le second match, il dit il faut que les 2 autres nations arrivent à faire match nul pour se qualifier. Ils doivent faire le barrage. Donc, le barrage est souvent stratégique. Et c'est des matchs qui, souvent, on dit que ça se Mais il faut d'abord décrocher cette place pour les barrages. C'est ce que je suis en train de dire. C'est là qu'il faut commencer. Tout doit commencer là. C'est à l'entraîneur d'inculquer ses valeurs. Ça ne dépend pas d'eux. Là, ça ne dépend pas d'eux, au fait. D'accord. Là, ça ne dépend pas d'eux. Il faudrait qu'ils... Allez-y. Ça reste encore à... Non, là, ça ne dépend plus d'eux. Je pense qu'ils n'ont plus leur destin en main parce que là, il faudrait que l'une de ces équipes entre Israël, Bosnie, Ukraine ou bien la Finlande arrive quand même à se qualifier et directement pour qu'ils puissent terminer parmi ces 4 meilleurs non qualifiés, aller jouer ce match de barrage. Mais là, ils n'ont plus leur destin en main. Est-ce que l'une de ces équipes-là pourra se qualifier? C'est la question à se poser. Là, ils n'ont plus leur destin en main. Non, par ailleurs, quand même... c'est qui peut le faire. Mais oui, l'Israël, attention, c'est des formations qui sont très difficiles à manier. Ils ont aussi un bon championnat. Parce qu'en Europa League, j'ai eu quand même l'opportunité de voir quelques clubs israéliens jouer le football. Il y a le football en Israël, même si la situation politique, elle est compliquée dans ce pays. Mais gagner aussi cette rencontre, elle est intéressante parce qu'il y a le classement FIFA, ça c'est don. Et puis deuxièmement, ça va permettre à l'entraîneur de rester dans la sélection. Mais si par hasard, par ailleurs, cette situation mathématique n'arrive pas à bien partir pour cette formation norvégienne et que l'entraîneur arrive à perdre, on va tout mettre sur l'entraîneur. Lui, il va jouer sans calcul, il va gagner son match et puis il va penser aux calculettes. Mais quel qu'en soit PDX, même si on va parler de pourcentage, de coaching, lui quand même, il aura un mot à dire. Mais perdre la rencontre, et par ailleurs aussi les systèmes mathématiques, ça ne marche pas, je pense que ça va être très compliqué. Mais ce qui reste clair quand même, tout le monde est unanime que la chance de cette formation dépend des autres résultats. Alors, on va le saluer, il vient de nous rejoindre rapidement. Dian, bonsoir et bienvenue. Les embouteillages, je peux le dire, vous ne baissez pas ça. Entre autres, tout est mélangé. Tout est mélangé. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois en ce début de semaine. On va continuer avec vous. Non, moi je dirais un truc. Au fait, vous savez la différence quand vous regardez Erling Haaland et d'autres attaquants aujourd'hui, comme un certain Karim Benzema. Non seulement d'abord, il n'a pas ce statut de leader. Il n'a pas ce statut de leader capable aujourd'hui de porter à lui seul une équipe. Et non seulement, c'est un joueur qu'il faut mettre dans un système qui peut lui permettre de gagner. Alors que de l'autre côté, vous avez des joueurs qui, eux, par exemple, Benzema peut créer un système. Quand vous le mettez, mais c'est non seulement un meneur, un buteur, mais Erling Haaland, Major, on n'a jamais été d'accord sur ce joueur-là. Ce n'est pas un joueur technique, c'est un joueur qui est là, qui attend qu'on lui serve. Non, moi je l'ai toujours dit. Oh, le mec, je ne le résume pas, il m'a toujours contredit. Moi je l'ai toujours dit, Erling Haaland, ce n'est pas un joueur qui est technique, c'est un joueur qui attend qu'on travaille derrière, qu'on lui serve et puis qu'il a faire la finition. Et de l'autre côté, c'est ce qui fait que c'est un peu compliqué. On peut le mettre sous toute cette mauvaise performance sur Erling Haaland? Non, il n'est pas le seul dépositaire de cette situation parce que elle n'a pas commencé aujourd'hui et naturellement les campagnes qualificatives ont débuté il y a plus d'1 an. Ce n'est pas de sa faute à lui seul.
Mais bon, on lui demande quelque chose qu'il ne peut pas. Ce n'est pas un créateur de jeu, c'est quelqu'un qui attend qu'on... Mais c'est quand même Erling Haaland. Non, c'est la même chose que Drogba, c'est la même chose Eto'o. Non, c'est pas pareil. Lui, il attend... Ce sont des joueurs qui Non, lui, c'est une machine quand il est servi. C'est une machine à but. Donc, on crée un système à côté de lui qui lui permet de marquer, qui lui donne le ballon dans la surface de réparation, quelle que soit la position, il peut mettre le ballon. Mais il y a Odegaard pour ça. Alors que derrière lui, dans ce système de la Norvège, il n'y a que Odegaard qui est suffisamment talentueux et qui peut créer du jeu. Mais il y a d'autres joueurs. Et autour, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça manque énormément de talent autour de lui. C'est pourquoi cette situation. Mais bon, malgré cette carence de joueurs talentueux, la Norvège aurait dû passer ce groupe-là. Il n'y a que l'Écosse qui est devant, qui se place devant eux, mais en réalité, l'Écosse n'a pas plus de talent qu'eux, mais l'Écosse a plus de courage, plus de hargne dans son jeu que les Norvégiens. Et c'est tout le mal et c'est tout le problème d'Erling et son équipe. La nouvelle formule de l'UEFA, est-ce que c'est profitable à cette équipe de Erling Haaland? Est-ce qu'ils vont peut-être être repêchés, jouer les barrages? Pour le bien ou pour la beauté de l'Euro qui arrive là, ce serait bien qu'on retrouve l'un des meilleurs buteurs d'Europe, sinon le meilleur de ces dernières années à l'Euro. Mais c'est toujours compliqué de partir dans ces calculs-là, dans ces casse-têtes, et ça peut ne pas finir comme on l'estime. Tout le bien qu'on les souhaite, eux les Norvégiens, et pour nous qui aimons le football, c'est de retrouver ces deux, au moins pour ces deux joueurs-là, pour Erling et pour Odegaard, parce que ce sont des talents qu'on aimerait voir dans une compétition européenne. Amadou, cette mauvaise performance de la Norvège, du moins, ce qui arrive, est-ce que c'est imputable à Erling Haaland? Bon, pas forcément lui, pas forcément lui. Vous savez, quand on est meilleur joueur dans une équipe, il y a une forte pression sur le joueur. C'est comme actuellement, si vous avez, même si on parle pas de la CAN, nous sommes à quelques microns de la Coupe d'Afrique des Nations. Dès qu'on parle de la Guinée, on parle de Serhou Guirassy. C'est sous forme de pression. C'est comme l'équipe de France à un certain moment. Quand on parle de l'équipe de France, on parle de Zinedine Zidane. À un certain moment, c'est comme Messi qui voulait arrêter avec l'équipe nationale. Il y avait toute une délégation présidentielle qui était partie lui rencontrer. Donc, quand on est meilleur joueur dans une formation, forcément, il y a la pression sur le joueur. Alors, mais est-ce que le joueur est très bien entouré? Est-ce qu'il a un bon entraîneur? C'est une question fondamentale qu'on se pose. Mais si, historiquement, si vous vous souvenez très bien, cette sélection norvégienne, c'était une très grande nation de football à un certain moment. Mais ça fait dans les années 90. Voilà, dans les années 90, quand on te parlait de la Norvège, c'est une nation de football. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils ont perdu leur repère. Tout le monde se dirige dans les 5 grands championnats. Mais je me dis, il a quelque part de responsabilité. Il ne peut pas se faufiler dans ça. Si la Norvège ne joue pas cette compétition, forcément, on va coller l'étiquette de Erling Haaland et puis ça va l'impacter. Maintenant, la solution, je ne le sais pas, s'il participe pas à l'Euro, il est obligé de se concentrer dans le club. Une question pour vous quatre, monsieur et bien sûr madame. Alors, est-ce que cette équipe de la Norvège peut finir par se qualifier? Parce que là, c'est la véritable question. Non, mais là, on verra ce qui va se passer après. Par les calculs. Non, pas par les calculs, parce que là, déjà, on ne peut pas éviter les calculs. Tout est dans le flou, c'est dans l'estimation, c'est purement des calculs mathématiques. Mais depuis l'an 2000, cette équipe n'a pas participé quand même à l'Euro, donc ça fait 23 ans. Ils ont raté combien d'éditions? Ils ont aussi manqué à la Coupe du Monde Qatar 2022. Oui, mais c'est pour vous dire que c'est quand même une nation qui aujourd'hui n'arrive pas à aller crescendo dans tout ce qui est compétition internationale, et c'est vraiment, mais dire tout de suite qu'ils vont se qualifier, non, je ne peux pas me le permettre, parce que là, il y a des calculs à faire. On verra ce qui va se passer après les matchs de ces 4 équipes-là. Bien. C'est un espoir. Moi, j'espère qu'ils passeront parce que ce serait vraiment plaisant de retrouver Martin et Haaland à l'Euro 2024. Mais ça sera encore une fois. Ça peut récompenser 2 saisons magnifiques. L'autre côté de Arsenal avec Odegaard et Manchester City avec Erling Haaland. Avec Erling Haaland, oui, ce sera une consécration pour lui. Ce serait déjà une grande victoire pour la Norvège de participer après 20 ans. Et ça serait un bon début pour cette génération, parce que c'est une nouvelle génération. Il y a aussi des jeunes qui viennent de derrière. Ça serait bien de les permettre d'évoluer progressivement, mais il faudra vraiment beaucoup de chance. En tout cas, pour corroborer un peu aux assertions de Djenab, moi je dirais que c'est vrai, c'est encore trop prématuré de se prononcer dessus, mais ça reste encore très difficile pour cette formation. Encore une fois,
moi, je dirais que c'est à l'entraîneur de travailler beaucoup sur ces matchs à venir. Félicitations à cette équipe de l'Espagne, on va en parler, parce qu'on parle de l'Espagne, qui lui a gagné 2 fois contre cette équipe de la Norvège, 3-0 match aller, 1-0, parce qu'à la dernière minute, cette équipe de l'Espagne, on peut dire qu'elle est de retour, Dian? Oui, elle est de retour, elle est sur la dynamique de l'Euro 2020 et sur la dynamique de régénération qu'avait entamé Luis Enrique, une équipe vraiment très jeune, mais suffisamment talentueuse autant pour moi. Et pendant le match d'hier est une symbolique pour ce qui est de l'équipe. Gavi, qui jouait son 25e match à 19 ans et qui marquait son 5e but, qui est 2 records à la fois. C'était serré quand même la victoire. Oui, elle était cette équipe de c'était serré, mais il le faut. De l'Espagne. C'était très compliqué. La Roi était partie pour ne pas gagner ce match. Oui, c'était difficile. En fait, quand je parlais d'une équipe en reconstruction, elle est bien lotie. En défense et au milieu, mais en attaque, ça manque de buteurs vraiment attitrés. Voilà pourquoi c'était difficile. Mais dans le jeu, l'Espagne avait pris le dessus. Et ça, pratiquement face à toutes les équipes, l'Espagne prend le dessus. Mais c'est dans la finition que ça peut poser problème parfois. Et c'est pourquoi on peut saluer, disons, le niveau ou le courage du jeune Gavi qui a libéré l'équipe hier. La Roi est-elle de retour, Amadou? Ouais, de retour, hein. Là, ça devient une question fondamentale. On attend l'Euro, ça c'est les qualifs. Mais ce qui reste... Ça se joue là. Ouais, ça se joue là. Il faut se qualifier pour jouer l'Euro. Il faut se qualifier, mais dire que ben voilà, ils ont un niveau, on attend de voir. Mais ce qui reste clair quand même, l'ADN de cette formation espagnole, c'est du beau football. Je me rappelle depuis la génération de Marco Senna, si vous vous souvenez, l'Espagne a tout le temps eu... Franchement, une équipe très très joueuse. Même avant la génération de Marco Senna. Ce qu'il faut rappeler, Major, si tu permets, ce qu'il faut rappeler, c'est que la dernière Ligue des Nations est à l'actif de l'Espagne. C'est l'Espagne qui a pris la dernière Ligue des Nations. Ouais. Et avec cette jeunesse aussi, il faut en notant qu'elle a terminé 2e lors de la précédente aussi. Donc c'est une équipe en constante progression qu'il faudra vraiment observer à l'Euro prochain. Bon, ça quand même, ils ont une très bonne équipe. Moi, je ne l'occupe pas. Mais pourquoi je suis un peu sceptique? Parce qu'on a vu la Coupe du Monde passer. Cette formation a été battue par le Maroc. Aujourd'hui, le football moderne n'a plus assez de logique. Chaque compétition a sa manière de se jouer. Il y a des nations qui sont en train de se préparer, il y a des nations qui sont en train de se démarquer petit à petit. Mais quand tu vois l'ossature de cette formation espagnole, il y a des très bons joueurs individuellement, mais on attend de voir l'Euro, qu'est-ce que ça va donner. Mais si aujourd'hui l'Espagne te remporte l'Euro ou la Coupe du Monde, on ne va pas être surpris. C'est l'une des... Oui, effectivement, c'est l'une des meilleures nations aujourd'hui. Sauf que pour l'Espagne, ça ne serait pas une surprise. Voilà. On ne va pas être surpris. Quand tu as dans un championnat, tu as le Barça, tu as le Real, tu as Atlético Madrid, et puis ce sont des clubs qui jouent les derniers carrés de la Ligue des Champions. Moi, je pense que l'Espagne n'est pas une petite nation. Mais là, on serait surpris, c'est si l'Espagne n'arrivait pas à se qualifier ou si l'Espagne n'arrive pas à remporter une compétition, on serait surpris. Mais ce qui reste clair quand même, chaque année, ça fait belle lurette. L'Espagne nous a tout le temps... Si on renverse la médaille, Hassan, si on renverse la médaille, on dira que la Norvège n'a pas perdu face à l'Espagne, mais la Norvège a perdu face aux autres équipes. Parce que l'Espagne est abonnée aux compétitions depuis la logique des années respectée, maintenant. Après Casillas, après bien sûr Sergio Ramos, et pourquoi pas Piqué dans le milieu de terrain, Xabi Alonso, Iniesta, Xavi Hernandez, on avait des joueurs comme Torres, David Villa devant. Est-ce que cette génération est aujourd'hui remplacée? Je pense que c'est, comme Jean l'a si bien dit, c'est une équipe qui aujourd'hui est en reconstruction. Ils sont en train d'aujourd'hui de privilégier les jeunes joueurs. On a vu ces jeunes de FC Barcelone, Gavi, qui d'ailleurs a délivré l'équipe hier face à la Norvège. C'était très chaud. Au milieu de terrain, on a vu quand même de l'autre côté ces jeunes pépites de la Masia aussi, Lamine, qui aujourd'hui fait partie de cette équipe. Donc il y a beaucoup de jeunesse au sein de cette équipe-là, même si ce n'est pas l'Espagne de 2008-2012, où ils avaient remporté 2 fois de suite quand même ce trophée. Mais c'est une équipe qui revient petit à petit. Ils ont l'ADN de football dans leur veine. Donc, la surprise serait de... toute une génération qui part et une autre génération, qui revient. Là, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent prendre la relève? Surtout parce que j'ai cité des très grands noms passés. Il y a par exemple dans le milieu de terrain Xavi Alonso, Xavi Hernandez et Iniesta. Ce sont des joueurs qui explosaient avec le Barça
et le Real Madrid, il y avait une défense extraordinaire entre Piqué et bien sûr Sergio Ramos. Ces deux-là aussi étaient entre le Real Madrid et le Barça. L'attaque, il y avait David Villa qui jouait au Barça et Torres, des fois il jouait à l'Atlético Madrid ou à Chelsea. Mais en tout cas, il y avait deux équipes qui représentaient cette équipe de l'Espagne, c'est le Real et le Barça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez de joueurs du Real dans cette équipe et du Barça. Est-ce que beaucoup plus du Barça que du Real aujourd'hui? Est-ce que c'est ce mélange-là qu'ils avaient réussi à faire dans le passé, est-ce que ça peut revenir? Ils peuvent revenir parce qu'aujourd'hui, vu ce qu'on est en train de voir, même si cette équipe n'a pas été convaincante lors de la précédente Coupe du Monde, on se dit que les joueurs qui y trouvent dedans, c'est des joueurs d'avenir, c'est des joueurs aujourd'hui talentueux, des jeunes joueurs qui sont en train de revenir sur l'impact de la génération précédente, sur les traces de ces anciens que vous venez à peine de citer. Moi, je dis que c'est vrai, l'Espagne, Djenab l'a dit. Même si le jeu se ressemble, mais c'est pas la même chose. Mais c'est pas le même niveau. Le niveau n'est pas le même. Il y avait des transitions de balles qui se faisaient rapidement, on dominait, mais ça partait de l'avant. Mais là, aujourd'hui, ils ont un problème à la ligne défense. Ils ont obtenu leur 12e qualification à ce tournoi, donc c'est pas aussi petit. Et c'est cette même génération qui l'a fait. Oui, c'est l'Espagne. Mais je suis d'accord. Moi, je suis convaincu à partir de là où l'entraîneur est en train de mettre dans ce club, dans cette équipe. Ils vont partir loin parce qu'ils ont joué des gros matchs, ils ont joué avec quelque chose que vous sous-estimez, mais moi je dirais que... Est-ce que c'est pas aussi l'arrivée de Luis Enrique qui a beaucoup freiné cette équipe, Amadou? Bon, je dirais celui qui est en train de rajeunir cette équipe-là. Vous savez, quand on est champion, on joue une compétition, on est champion cette année. L'année à venir, les gens vont prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, à un certain moment, quand on te disait tu joues avec l'Espagne, tu t'attends à des scores qui sont fleuves. Maintenant, ils vont forcément limiter leurs dégâts. Les gens ont pris leurs responsabilités. À un certain moment, quand on remporte trop de compétitions, on humilie beaucoup de personnes. C'est comme le Bayern de Munich à un certain moment. Bayern de Munich, quand le Bayern t'attrape, c'est 7-8. Maintenant, les gens ont compris quand tu joues avec le Bayern. Barça, voilà, quand tu joues avec le Bayern, il faut prendre leurs responsabilités. Mais vers la fin, l'Europe, les gens ont compris. Avec l'Espagne, tu as 4 ou 5 joueurs qui jouent dans le même club. Donc, ils ont pris leurs responsabilités. Une question, est-ce que Amadou, c'est pas pour est-ce que Amadou, pour vous tous, est-ce que Luis Enrique n'est pas le fautif? Non, au contraire, Luis Enrique est celui-là qui a posé les jalons. Il ne faut pas oublier qu'au sortir de la Coupe du Monde de 2018... Mais qui a recalé beaucoup de stars, comme Ramos par exemple. Ça fait partie de cette logique de reconstruction ou de régénération de l'équipe. À la fin de la Coupe du Monde 2018, l'Espagne est sortie dès les 8e de finale. Ça manquait d'allant, ça manquait de talent. Et il a fallu faire croire sur des anciennes gloires qui avaient déjà gagné pour se remettre dans le bain en prenant que des jeunes pour construire et pour l'Euro qui vient de se passer, pour l'Euro qui arrive et pour les Coupes du Monde qui vont arriver. C'est ce qui est en train de suivre son chemin. Récaler Sergio Ramos, mais laisser Busquets dans le milieu de terrain. Oui, il le fallait parce que Busquets était celui-là qui tenait la baraque au milieu de terrain. Tandis qu'en défense, il pensait qu'il y avait d'autres joueurs qui pouvaient prendre les choses en main. Et ce n'est pas le cas. Ce fut le cas. Lorsque, par exemple, lors de la Coupe du Monde 2018-2014, Ramos était là, mais on n'est pas allé plus loin que les 8e de finale. Donc, ça revient du pareil au même. Vaut mieux reconstruire avec la jeunesse que d'essayer de se cramponner sur le passé, alors que les anciennes gloires ne peuvent pas vous donner plus que ce qu'ils ont donné. Oui, effectivement. Vous savez, l'entraîneur, il est en train de tirer les leçons. Si vous vous souvenez, vous avez parlé de Xavi et de Iniesta. Quand ils ont perdu ces joueurs, ça les a pris assez de temps pour avoir les mêmes profils. Donc, c'est le bon moment de préparer ces relèves qui vont essayer de relever le défi à un certain moment. Moi, je me dis, ils ont tiré les leçons. Mais si on arrive à mettre un accent particulier sur des défenseurs qui sont en fin de leur carrière, mais après ces défenseurs, maintenant, qui vont venir maintenant pour les remplacer? C'était une question fondamentale. Je pense que vers la fin, ils ont compris. Avec Xavi et Iniesta, ils ont été victimes. Cette fois-ci, il est en train de miser sur la jeunesse, préparer les jeunes, oublier les autres, même si le début, ça va être très difficile. On les a vu la Coupe du Monde passée, ça n'a pas été aisé pour cette formation, mais moi, je me dis 2 ans, 3 ans après, ils vont bâtir une équipe. Et puis, c'est ça le problème aujourd'hui en Afrique, même si on ne parle pas du continent africain. Quand à un certain moment, effectivement, quand on parlait du Nigeria avec la génération de Obi Miguel ou bien de Augustin Diadji Okocha, quand ils ont perdu ces jeux, actuellement, ils ont du mal à retrouver ces repères. Juste pour faire un parallèle entre ces deux générations, si on avait Pedri en ce moment, ça aurait été un milieu de terrain Rodri,
Pedri et Gavi. Ça remplace carrément plus ou moins, pas en termes de qualité, bien évidemment. Chaque génération a ses qualités, mais ça peut vraiment faire l'affaire. Encore Blaugrana. Non, Rodri qui est à Manchester. Vous savez, c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en train de dire quand même que l'Espagne est revenue, mais je pense que c'est trop tôt. C'est vrai, il y a de la jeunesse. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler avec les jeunes pour inculquer ces valeurs qu'a toujours eu l'Espagne aujourd'hui, valeurs footballistiques. Mais il faudra attendre aujourd'hui de voir l'Espagne face à la France, face à l'Angleterre, face à l'Allemagne, pour dire voilà, l'Espagne est de retour, parce que de l'autre côté, vous avez des grosses pointures. Et tout de suite, il ne faut pas dire l'Espagne parce qu'ils ont battu la Pologne, dire voilà, c'est une grande nation, ils sont de retour, mais il faut les voir face à la France ou donc pour vous, le véritable test de cette équipe de l'Espagne face à une grosse cylindrée pour savoir s'ils sont de retour de l'Europe, pour voir s'ils seraient peut-être l'Italie, la France. Ça ne m'implaît pas. Oui, les jeunes n'ont pas froid aux yeux. C'est ça. Il faut voir la dernière Ligue des Nations. L'Espagne, face à n'importe quelle équipe, ils ont fait du mal. Elle fait le jeu. Par contre, l'Espagne a plus peur des équipes moins reconnues qui jouent derrière. À titre d'exemple, le Maroc, lors de la Coupe du Monde, si c'était face à une autre équipe, elle aurait été obligée de sortir. Mais face au Maroc, le Maroc a défendu pendant tout le match et ça s'est passé comme ça. Sinon, l'Espagne, les jeunes n'ont pas froid aux yeux. C'est des jeunes formatés au football de possession et qui sont capables de tenir de la première minute jusqu'à la dernière. Face à n'importe qui. Oui, pour dire que cette génération peut aussi faire son temps en Espagne. Regardez ce que l'entraîneur a proposé. Lamine Yamal, bien qu'il n'a pas joué cette rencontre, il a été occupé par une blessure musculaire. Mais bien avant cela, il a donné quelque chose de très sérieux au sein de la formation. Il a fait des records, il a marqué avec cette formation. C'est pour dire que l'entraîneur, quelque chose est en train de marcher bien au sein de cette formation. Et derrière, si vous... je vais parler de Yenab, si toutefois elle est un peu dubitative plutôt à cette équipe d'Espagne. Moi j'aime dire c'est une équipe qui est en reconstruction. Oui, la reconstruction continue. Mais les résultats sont là. Les résultats sont là parce que ils marquent des buts, et derrière ils ont réussi à se qualifier. Et encore, ils continuent. Certes, c'est la Coupe du Monde qui n'a pas marché, mais attendons de voir parce qu'ils vont jouer en Euro. Et on va juger l'entraîneur le jour où il va rendre les clés après cette compétition. Alors, on va passer cette étape-là. Le Sili national aussi est en reconstruction. On va voir en mois de janvier ce qu'ils vont apporter à cette nation. Nous allons marquer une courte pause. Après, on revient pour la deuxième partie de cette émission. On va parler de Kylian Mbappé. Est-il le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe de la France? Nous allons débattre ici sur ce plateau. À tout de suite. De retour sur ce plateau, comme je vous avais promis, on va parler de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé aux Pays-Bas, 2 buts à 1 vendredi. Kylian Mbappé a délogé Michel Platini de la 4e place des meilleurs buteurs de l'équipe de France. À 24 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain peut-il déjà être considéré comme le plus grand finisseur de l'histoire des Bleus? Une question pour ouvrir. Est-ce que c'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus pour vous, Dian? Oui, il va naturellement devenir le meilleur buteur s'il continue sur sa lancée, et nul doute qu'il va continuer sur cette lancée. Mais ça serait vraiment injuste de le comparer à des ogres, à des légendes comme Platini, un truc ballon d'or, comme Zizou, comme Benzema, Thierry Henry, qui sont devant lui. Il est devant maintenant Benzema. Mais ce serait vraiment léger de le comparer à ces légendes-là. Mbappé, c'est une machine, à l'image d'Erling Haaland, à l'image de toute cette nouvelle génération qui ne pense qu'au but, qui ne pense qu'aux statistiques. Alors que les anciens... C'est plus des Ronaldo, comme vous voulez dire. Oui, dans la même lignée, dans cette même lignée de CR7, mais ces gloires dont j'ai cité le nom là respirent beaucoup plus le football.
pense beaucoup plus à la création du jeu, pense beaucoup plus au collectif, pense moins aux statistiques. Alors devant lui, Amadou, ils ne sont plus que 3. Olivier Giroud, 54 buts, Thierry Henry, 50e but, et Antoine Griezmann, 44 buts. Il a fallu 100 caps pour que le Milanais atteigne les 42 buts avec la France, le champion du monde. 98 a lui attendu sa 97e apparition pour faire aussi bien que Mbappé. Et Mbappé, lui, est infiniment plus efficace que ces 3 dévanciers. Justement, il n'y a que Platoche, 72 matchs, qui boxe dans la même catégorie avec le Parisien en termes de ratio de but, sélection dans le top 5, Amadou. Pour moi, tout ce que je retiens de Kylian Mbappé, c'est un bon joueur, il est très bien parti, même s'il est jeune. Parce que déjà, quand tu vois l'âge de ce joueur et les records qu'il est en train de battre, moi, je me dis qu'il a assez de temps devant lui. Maintenant, ça dépend de sa constance, ça dépend de l'hygiène de vie, ça dépend de l'entourage de Kylian Mbappé. Parce qu'à un certain moment, on a vu la situation de Mbappé avec le Paris Saint-Germain et tout ça. La question que je me pose, est-ce que Mbappé est bien entouré? Est-ce que Mbappé a une très bonne structure? C'est une question qu'on doit se poser. Parce que pour que ce joueur arrive à dépasser les Thierry Henry, battre les records devant les Michel Platini et consorts, il faut que le joueur soit constant. Parce que les Thierry Henry... Il vient de marquer un doublé contre, il est constant. Contre la Hollande. Oui, c'est une très grosse équipe. Non, après 4 matchs sans marquer. Hein. Ah oui, mais exactement. il marque un doublé. Il n'a que 3 joueurs devant lui, Amadou. 44 Griezmann, 50e Thierry Henry et 54 Olivier Giroud. Quand je il est sur la marche du podium à quelques buts. Non, il peut les effacer. Même en matière de but, moi je la pense. constance, parce qu'aujourd'hui, c'est le véritable problème des jeunes footballeurs actuellement. Tu vas voir un joueur comme Mbappé, il démarre très bien le football. Vers la fin, il a des problèmes avec son club, il a des problèmes financièrement, il a des problèmes de contrat. On a vu pas mal de joueurs qui ont très bien débuté. Et puis, c'est cette situation qui est en train de freiner bon nombre de joueurs. Parce que personne ne pouvait dire que Robinho n'était pas très bien parti. Les Adriano, c'est des joueurs qui étaient très bien partis, même Neymar. Mais lui, Mbappé, je pense avec l'équipe de France, avec le Paris Saint-Germain, s'il continue comme ça, il peut quand même exceller. Mais la question que je me pose, où je suis un peu dubitatif, c'est un joueur, je ne pense pas qu'il ira tellement loin d'une manière pour battre les records, parce que derrière, il y a la concurrence qui est déjà là. Il y a des joueurs qui sont en train de venir. Ça se donne. Et deuxièmement aussi, la différence entre cette génération de Mbappé et de Thierry Henry, les joueurs ne sont pas les mêmes, les défenseurs ne sont pas les mêmes. Lorsque Thierry Henry jouait, en ce moment, tu avais des joueurs comme Kaladze derrière toi, des joueurs comme Takinardi, Zalaïta et Zebina. Donc, ce n'était pas aisé. En ce moment, il n'y avait pas de Moi, pour mettre un bémol sur ça... Actuellement, ça devient un peu plus léger. Pour moi, les chiffres sont démentiels. Hein, et il est dans la droite ligne de ce qu'on peut appeler, une légende. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut mettre un bémol. Est-ce qu'il n'a pas bénéficié d'une meilleure génération que ces joueurs dont on est en train de parler? Il est beaucoup plus mieux entouré que ces joueurs-là. Et déjà avec plus de 10 buts en Coupe du Monde, après 2 Coupes du Monde, c'est quelqu'un qui est dans une ossature qui joue carrément pour lui. Sinon, on connaît tous, Mbappé n'est pas un créateur de jeu. C'est quelqu'un qui finit. Allons-y avec vous, parce qu'on ne vous a pas... Oui, vous savez, quand on parle de Mbappé, on parle de la crème du football, actuellement de la crème du football français. Et derrière, c'est encore le jeune, le chouchou de toute une fédération qui régit sur... de tout un pays. De tout un pays, d'ailleurs. Alors, Jean, c'est ce qu'il a souligné, ça allait être un petit pan de mon intervention. Alors, je veux dire quoi, par exemple? C'est-à-dire... Mbappé se retrouve dans une équipe où peut-être il se voit dans une suprématie, où il se voit peut-être c'est lui qui est la il est intronisé capitaine déjà. Voilà. Donc derrière tous ces gens-là, il a inculqué à ces gens-là, vous devez travailler pour moi. Et tout le monde est dans cette optique de travailler pour lui et il est bien parti. Statistiquement, vous parlez de ses nombres de buts marqués ou de ses trophées individuels. Moi, je pense qu'il est bien parti. Hein. En tout cas, si nous prenons les générations anciennes qui sont passées, Mbappé, avec cette allure, il va encore partir. Et encore. Mbappé n'est pas Zidane. Il n'est pas du tout. Les internautes ne sont pas d'accord avec vous. Je vois un message, les internautes ne sont pas d'accord avec vous. Rapidement, pour les internautes, la génération de Zinedine Zidane est plus forte que celle-ci, donc il n'y a pas photo. Les époques. Pas tout. En termes de constance, bien évidemment, la génération Zidane a beaucoup plus gagné de trophées à travers la Coupe du Monde et l'Euro. Mais bon,
la longévité dont on peut parler et le fait et la régénération surtout. Parce que la génération Zidane, c'est 96, pratiquement 2006. Alors que cette génération de Mbappé qui est là, l'ossature qui est là, depuis l'arrivée de Deschamps, c'est depuis 2018. Depuis 2018, ils sont là. Depuis 2018, ils sont là, mais l'équipe est en train toujours de grandir et d'avoir plus de talent. Plus de talent à chaque fois, et toujours, il est toujours encore mieux entouré. 98, la Coupe du Monde, et 2000, l'Héros. Oui, c'est la même équipe. Et la génération de Mbappé ne réussit pas pour le moment à le faire. À le faire, oui, mais ils ont la Ligue des Nations, bien évidemment. Ils ont 2 trophées. Mais bon, c'est pas la même chose. L'Héros n'est pas là. Mais ils ont 2 finales de Coupe du Monde. C'est différent aussi, 2 finales de Coupe du Monde. Même si l'autre génération avait eu aussi 2 finales. Mais bon, cette équipe-là est beaucoup plus mieux lotie, mieux encadrée. Bien évidemment, historiquement, Zidane dépasse toutes ces légendes-là. Il y a Thierry Henry, etc., etc. Mais Mbappé est beaucoup plus... Maintenant, pour un peu renchérir également, en une minute, vous allez comprendre que... Vous n'avez pas 2 minutes. En 2018, la France a remporté la Coupe du Monde avec quelle génération? De Kylian Mbappé. En 2020, la Coupe du Monde précédente, ils ont été vaincus. En finale. En finale. Oui. Et c'est à travers encore... Bien avant qu'ils avaient pris la Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Oui. Et derrière, ils sont allés encore disputer la finale de la Ligue des Champions. Et de la Coupe du Monde, je m'excuse. Et avec l'aide impeccable, un travail acharné de ce jeune qui a livré, qui a fait réveiller en tout cas toute la France face à une équipe qu'on appelle l'Argentine. Il y a une meilleure organisation derrière lui. Et regardez le doublé qu'il a fait contre la Hollande. Allez-y, il est bon. Alors moi, Mbappé, aujourd'hui, avec les stars, personne ne peut nier que Mbappé, c'est un joueur qui est fait aujourd'hui pour les stars. Comme Diallo l'a dit, c'est un joueur qui est fait pour marquer des buts. Mais on ne peut pas comparer Mbappé aujourd'hui à des joueurs qui ont été des légendes, que ce soit dans le jeu, que ce soit le leadership. Mbappé, c'est un joueur, c'est un leader technique. Mais ce n'est pas un leader qui a un leadership derrière. On a vu il ratait sur le terrain. Quand on le voit jouer déjà sur le terrain, on voit ce côté égocentrique de Kylian Mbappé. Zéna, pour t'aider, pour moi, je ne sais pas pour vous et pour tous les internautes, il ne peut pas manger à la même table que Platini, ni à la même table que Zizou, encore moins de Thierry Henry. Il vient de dépasser Platini, nombre de buts. Platini avec ses 41 buts, lui, il vient d'en avoir. Mais c'est encore loin, Platini, il est 3 fois Ballon d'Or. Voilà, il peut le dépasser en matière de buts, il peut dépasser aujourd'hui Zidane en matière de buts. Il est jeune, aujourd'hui, il a le talent. Mais il ne peut pas avoir le background de ces joueurs-là. On ne peut pas comparer aujourd'hui Kylian Mbappé là où il est avec un certain Zidane ou avec Platini ou autre. Ce sont des joueurs qui ont marqué leur génération. Vous savez, c'est difficile de comparer. Mbappé aussi, Mbappé est champion du monde. Génération. Pourquoi je vous dis on ne peut pas comparer tout de suite, c'est des générations parce que chaque génération a ses réalités. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu aujourd'hui qui fait qu'on ne peut pas comparer ces joueurs-là. L'Argentine, c'est marqué l'histoire, ça aussi. Parce que ça va rester dans les annales du football. En finale de Coupe du Monde. Mais bon, pas tout le monde qui a réussi à marquer un triplé contre l'Argentine, surtout en finale de Coupe du Monde. Mbappé, il a été meilleur buteur lors de la dernière Coupe du Monde. Ça a été le sacré meilleur buteur. Aujourd'hui, il est en train d'inscrire de buts avec le Paris Saint-Germain, même s'il a été lésé quand même ces derniers temps. C'est un joueur, on est tous d'accord, il a du talent. Mais ça, c'est une histoire, Mbappé. Il a du talent énorme face au but. Oui. Mais aller jusqu'à le comparer à ces joueurs-là, moi, je pense que c'est un moment. On va le voir lorsqu'il aura ses 27, 28 ans. Il faut attendre d'abord voir aujourd'hui Mbappé. Ok, on va aller rapidement avec vous. C'est pour cela que je vous ai dit. Vous savez, quand on est leader, d'abord, pardon. C'est extrêmement important. Regardez les sorties ratées de Kylian Mbappé. Moi, je me dis, est-ce qu'avec ces sorties ratées, est-ce que ce joueur va continuer tout le temps même à progresser dans l'équipe nationale? Quand tu prends aujourd'hui dans le club avec le Paris Saint-Germain, mais il n'a pas pris ses responsabilités avec le Paris Saint-Germain. Prendre Paris, partir remporter la Ligue des Champions. Mais un seul joueur ne joue pas, moi. Ouais, mais avec la génération... C'est pas le seul. Ça explique tout alors. Ça explique qu'il est bien entouré en France. Mais avec la génération de... Mais il a tout de même atteint la finale de la Ligue des Champions. Mais avec la génération de Thierry Henry, avec la génération de Thierry Henry ou de Zidane, mais c'était des leaders dans les deux sens. Dans le club, quand tu parlais de cette formation d'Arsenal, c'est Thierry Henry qui était devant. Dans l'équipe nationale, avec la vitesse de Thierry Henry, il était inarrêtable. Il était dans deux fronts. Mais vers la fin, Kylian Mbappé, si ce n'est pas l'équipe de France, on ne lui voit pas dans une équipe où, voilà, il est comme Messi à un certain moment avec le Barça ou bien Cristiano Ronaldo avec le Real de Madrid. Moi, je me dis, il a l'avenir.
Mais s'il change de comportement, s'il est bien entouré, il a des bons conseillers, il peut même dépasser les Platini. Mais la question fondamentale où je suis sceptique avec Kylian Mbappé, c'est son entourage et son comportement. Pour vous, le bon comportement, c'est quoi? Rapidement, avant d'aller avec les autres. En fait, Mbappé, il a quelque part, il a ce côté surestime de soi. On l'a vu à l'équipe de France. Demandez-vous pourquoi il n'a pas... Mais c'est normal quand un joueur il est talentueux d'avoir l'estime de soi. Mais sûrement, c'est comme ça. Lionel Messi, il y a Ronaldo aussi. Il ne démontre pas ça. Mais Zidane ne parlait pas. Messi, comme Lionel Messi, quand vous le voyez sur le terrain, et Mbappé, moi je pense que c'est pas pareil. Mbappé aujourd'hui, il joue pour lui, il joue pour les stars, il joue aujourd'hui pour les caméras. C'est un joueur qui est là, qui veut toujours être vu. Non, c'est pas le seul. Il y a Zlatan Ibrahimovic. Il y a même Ronaldo qui jouait pour lui. Oui. Il voulait plus avoir de buts. C'est pas juste Kylian Mbappé. Sauf qu'il est jeune, il a le talent. Mais ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, peut tuer non seulement le talent et le charisme d'un joueur. On l'a vu sur le terrain. Les entraîneurs qui se sont succédés au PSG ont toujours reproché Kylian Mbappé ce côté-là, un moment du fait qu'il ne défend pas, un moment qu'il ne s'ouvre pas à ses coéquipiers. Pourquoi pour vous, le problème du PSG, c'est Kylian Mbappé? C'est pas que Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il est le chouchou du PSG. Vous laissez entendre quand même. C'est le chouchou aujourd'hui. La France, c'est le chouchou des PSG. Mais à un moment, il faudra qu'il redescende sur terre, qu'il continue de travailler. Il n'est pas Lionel Messi, il n'est pas Cristiano Ronaldo. Il a beaucoup d'années devant lui. Il a beaucoup de choses à accomplir. Il faut qu'il se mette au travail. Moi, j'ai trois choses à dire. Peut-être deux. J'ai trois choses à dire. Il peut marquer autant qu'il peut, autant qu'il veut. Mais pour le moment, il n'est pas à la table de ces légendes dont j'ai parlé, ni de Platini, ni de Zidane, encore moins de Thierry Henry. Deuxième des choses, pour moi, Kylian Mbappé était leader imposé, notamment au Paris Saint-Germain, mais aussi en équipe de France. C'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas représenter un effectif. Parce que quand l'équipe gagne, c'est que lui, il est bon. Mais quand l'équipe perd, c'est que l'équipe est mauvaise. Pour vous, c'est le seul joueur qui a été imposé en France. Il y a le cas de Karim Benzema. C'est une fabrique. Pas forcément. Lui, il a été combattu plutôt. Karim Benzema. Il a été combattu. Ça, c'est tout dernièrement, Karim Benzema. Oui, mais il a été combattu. Ce qui lui a empêché de mener une carrière internationale plus aboutie. Il y a des joueurs qui ont été imposés. Il y a Samuel Nasri. Il y a aussi d'autres joueurs qui sont venus. Combattus après. Combattus après. Il y a Gomis qui a fait 2 matchs, qui a été imposé, qui n'a fait que 2 matchs dans cette équipe. Après, il a été écarté. Je reviens sur la troisième. Pas forcément. Je reviens sur la troisième chose. C'est qu'il est en train de beaucoup marquer en ce moment. Mais bon, l'âge avance et pour le moment, il n'a pas un trophée exclusivement pour lui. Il n'a pas un soulier d'or, il n'a pas un ballon d'or. Pour le moment, il ne peut même pas s'afficher ou être à la même table que les joueurs qu'on peut appeler les meilleurs joueurs d'une génération. Il n'est pas à ce niveau. Allons-y, Passy. Vous savez, il faut qu'on sorte de ce débat de comparaison. J'espère que vous n'êtes pas la même lancée que les trois. Pas sur la même lancée. On va sortir dans ce débat de comparaison parce que quand on parle de Mbappé, c'est vrai, il a ses qualités, mais on ne peut pas le comparer à Platini, on ne peut pas le comparer à Thierry Henry ou à Zinedine Zidane. Mais Mbappé a ses valeurs intrinsèques à lui. Pourquoi? Parce que c'est un jeune qui délivre toute une nation pendant que la France est en difficulté. Mbappé, il prend sa responsabilité. Cette allusion à ses triplés, il est bon. Il est bon, personne ne peut nier le talent de Kylian Mbappé. Voilà, il prend ses responsabilités, il tue le match. En tout cas, la France est arrivée là grâce à lui en finale. Mais derrière, la finale de... Premier tour, 8e quart, il était muet, mais en finale, il s'est... Ah oui, mais il était là. Beaucoup de personnes avaient peur de lui. La deuxième raison, c'est les médias français qui sont en train de fabriquer ce jeune pour le mettre un peu au devant de sa carrière. Mais ça, c'est normal, Passy. Oui, c'est normal. Mais à un moment, la communication peut impacter aussi la carrière d'un jeune parce que, en fait, de le faire rêver trop, il va se voir comparer et finalement, il risque de se faire planter. Et dès qu'il se plante, c'est le retour à l'envoyeur. C'est les mêmes médias qui vont encore le champ. Ils vont trouver un nouveau chouchou. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Vous savez, ici, on ne peut pas occulter le talent de Kylian Mbappé. Voilà. C'est un joueur cadre de cette formation de l'équipe de France et même avec le Paris Saint-Germain. Mbappé, il est bon. Mbappé, il peut être un bon leader. Il peut aller au-delà même de Michel Platini. Mais la question fondamentale, pourquoi on est réticent, c'est le comportement de ce joueur. Parce qu'on a vu tous les grands joueurs qui ont été des leaders, ils ont un bon comportement. Zidane... Quand tu prends les Karim Benzema, ils ont été tout le temps humbles. Il n'y a pas de sortie médiatique ratée. Mais là où on se pose assez de doutes, est-ce qu'avec Kylian Mbappé, il y aura une suite logique dans sa carrière? Mais sur le terrain, c'est qu'il reste clair quand même. Mbappé, il est leader. Il est bon. Parlant de ça, on a vu tout récemment lorsqu'il
fallait aujourd'hui élire quand même un capitaine avec le PSG. Ouais. Et on a vu les votes, comment ça s'est passé. Le vote était secret. C'était en secret, mais ils n'ont pas voté pour lui. Donc, c'est là... déjà montre à suffisance que c'est pas un leader dans les vestiaires. Ça peut être un leader technique, ça personne ne peut le nier. C'est ce que je dis, il a été imposé. C'est pas un leader dans les vestiaires. Par les médias. Et ce côté, il doit il est bon aussi, pas forcément les médias, parce que lorsqu'il était dans cette formation de l'AS Monaco en Ligue des Champions, c'est là où Mbappé s'est démarqué. Ils l'ont imposé peut-être en matière de leader et sondage. Mais sur le terrain, Mbappé, il est bon. Major, je peux vous aider. En fait, on peut être un leader statistiquement, être celui-là qui marque pour l'équipe, qui donne des buts et tout. Mais pour être capitaine, ça va au-delà. Lionel Messi est devenu capitaine au Barça après Carles Puyol, après Xavi, après Iniesta, pour que lui, il puisse devenir capitaine. Alors que, depuis des années, il était le leader de cette équipe, statistiquement. Ronaldo, la même chose avec le Real. Il n'était pas le capitaine. Il faut savoir différencier les deux. Ça peut devenir un poids pour lui, parce qu'aujourd'hui, il est obligé à chaque fois de prendre la parole en tant que capitaine. Et tu ne peux pas être bon, toujours bon sur le terrain et toujours bon aussi dans la prise de parole. En cet état, parce qu'il ne nous laisse pas assez de temps, on va parler d'un autre monstre du football qui va peut-être marquer 1000 buts. Je vous dis simplement d'imaginer c'est qui avant cette transition. Après, on revient, on va en parler. Pourra-t-il marquer 1000 buts en carrière? J'ai posé la question avant la transition et je vais dévoiler le nom. C'est Cristiano Ronaldo, double buteur encore contre la Slovaquie. 3-2 vendredi. Cristiano Ronaldo ne faiblit toujours pas. Le prochain objectif complètement fou de l'attaquant portugais, les 1000 buts en carrière, peut-il y arriver? Oui, il peut. Il est au-delà des 800 buts. 840 ou 50 non, comme ça. Plus de 850, 855. Oui. Il est à ce niveau, c'est faisable. C'est une machine à but. Ronaldo, c'est l'homme statistique par excellence, en fait. C'est faisable et il a toujours faim. C'est vrai que l'âge commence à prendre du poids, il commence à devenir moins flinguant, mais devant les buts, il est toujours présent et il peut marquer. C'est faisable, surtout qu'il continue à travailler et à rester concentré surtout sur ce qu'il aime faire, le football. C'est faisable. À l'âge là, jouer au niveau, marquer des doublés, des triplés, c'est quasiment hallucinant ce qu'il est en train de réussir, Ronaldo. Mais écoutez, il n'est pas en Angleterre, ni en Espagne, ni en Arabie Saoudite. Moi, je pense qu'autant de matchs, il peut te planter 4 ou 5 buts dans un match. Surtout face aux équipes comme l'île Féroé, c'est faisable. Il peut quand même créer la différence. Mais ce qui reste clair quand même, avant que Ronaldo n'arrive à ce niveau, Ronaldo a été franchement un serial buteur. Il continue tout le temps à l'être. Ronaldo a été un joueur incontestable avec son volume de jeu. Moi, là où j'ai beaucoup charmé Cristiano Ronaldo, c'est lorsqu'il était dans cette formation de Manchester United avec son numéro 7. Mais c'était de la folie en tant que jeune en ce moment. Quand Ronaldo a le ballon, il te donne du plaisir. Pour nous-mêmes, on avait pensé que c'est un joueur qui se dopait. Mais moi, je me dis aujourd'hui, l'âge qu'il a, il continue à cravacher dur. Il a traversé des moments très difficiles, psychologiquement et mentalement. Pour moi, c'est le joueur le plus fort à ce niveau. Parce que ni tu aurais été d'autres joueurs, il aurait pu quand même arrêter le football. Vous imaginez un joueur comme Cristiano Ronaldo, tu pars dans un club comme Manchester United, on te met sur le banc, on t'humilie avec des sorties médiatiques et consorts. Mais il maintient le cap, il continue à travailler. Il part en Arabie Saoudite vers la fin. Les gens se disaient qu'il est parti dans un championnat. Il n'y a rien là-bas. Actuellement, c'est le championnat le plus convoité dans le monde. On peut le dire ainsi. Donc, moi, je me dis Cristiano Ronaldo, il peut marquer. Il est dans un championnat. Même si d'autres pensent que c'est facile là-bas. Mais attention, il y a des grands défenseurs, il y a des grands footballeurs qui ont transité. On a vu la sortie de Sadio Mané qui nous a dit qu'actuellement, le vrai football, c'est en Arabie Saoudite. Donc, moi, je me dis, Cristiano Ronaldo, il peut le faire et mieux que ça, c'est un joueur que moi, j'apprécie. Pourrait-il atteindre les 1000 buts avant la fin de sa carrière? C'est possible, il est très constant. Alors, on va partir avec vous, Zainab. Cette constance-là, il est en train de continuer de but en but. Il ne marque pas un seul but. Il met des doublés, il met des triplés. Il espère atteindre les 1000 buts. Est-ce qu'il peut réussir? Il peut le faire, mais d'abord, tout dépendra du temps qu'il lui reste. Est-ce qu'on verra un Cristiano Ronaldo jusqu'en 2026? Parce que c'est le temps aussi qui est là aujourd'hui.
Mais il peut le faire. Comme il a dit, l'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre d'abord les 900 buts. Il est à plus de 850 buts aujourd'hui. Il faudra franchir cette barre de 900 buts et parler. Mais quand on est Ronaldo, 50 buts, c'est peu. Comme il a dit, il y a quelque chose. Il y a une réponse qu'il a donnée à un journaliste que j'ai beaucoup aimé. Il dit on lui demande s'il peut franchir quand même ce cap. Il dit que si physiquement mes jambes me traitent aussi bien que je les traite, nous verrons. Donc cela nous amène à voir que c'est un joueur qui aujourd'hui, malgré l'âge, malgré tout ce qu'il a fait, il continue de cravacher très dur. Il continue de travailler surtout son physique. Hein. Il peut le faire. Mais quand vous parlez de Ronaldo, pourquoi il n'y a pas il n'y a pas étincelle? Quelle étincelle? Vous voulez que je parle avec quelle étincelle? Elle est dans l'objectif. Elle n'est pas son manager. Non, mais il peut le faire. Tant qu'il est là, je pense que c'est un joueur qui peut continuer aujourd'hui à marquer des buts avec en Arabie Saoudite, même si voilà, ils ont été éliminés par le Maroc et autres. Mais il peut le faire. Il a planté un doublé avec le Portugal et il va aller à l'Euro. Il va certainement inscrire des buts. Tout dépendra du terrain, même si en Coupe du Monde, on a vu c'est un joueur qui n'avait pas brillé du tout. Il y a des circonstances. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui veulent quand même mettre devant la scène. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, qu'on l'aime ou pas, il a beaucoup de qualités et énormément. Mais le monsieur par là, des 900, je vois, mais 1000, on verra. Le monsieur là, il n'est pas comme les autres joueurs. Oui, il n'est pas comme les autres joueurs parce que moi, ce que j'apprécie ce Cristiano Ronaldo, c'est son intelligence. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de fin de carrière, ou on parle d'âge, ou on parle de la qualité physique, mais n'oubliez pas que le type, il est intelligent. Intelligent parce que regardez la façon qu'il est en train de marquer ses buts. Il est maintenant à 800 et quelques buts. Certes, la question quand même reste posée parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps de jeu, qu'il soit en équipe nationale ou dans son club en Arabie Saoudite. Ce qui peut vraiment le pousser trop, peut-être en Arabie Saoudite, il peut le faire. Mais avec le Portugal, avec l'équipe nationale, je pense que la confiance est là, mais elle est minime. Parce que vous avez vu, ils ont joué sur sa mentalité. La Coupe du Monde, voilà, il est là. Ils veulent privilégier aujourd'hui des jeunes qui sont là, on l'a vu à la Coupe du Monde. La nouvelle génération. Mais moi, je dis, certes, c'est son intelligence qui peut encore le réintégrer systématiquement et catégoriquement et gagner de la confiance au sein de son équipe nationale. En Arabie Saoudite, je pense que là, il n'y a pas de photo parce qu'il a été parachuté de l'Europe. Je pense qu'il n'y a pas de Pour le moment, ça va. Oui, puisque j'ai commencé à être gentil, je veux continuer à l'être. Je crois que Ronaldo est un exemple pour tous les jeunes footballeurs qui veulent pratiquer ce sport-là. Oui, il a la carapace dure. Au-delà de ça, il a l'éthique du travail. Ouais. C'est un travailleur acharné. Cette intelligence dont parle Passy, il a su s'adapter. Oui. Il sait qu'il ne peut plus dribbler tout le monde. Il ne faut que marquer des buts. Oui. Il sait que tout se passe là, marquer des buts, gagner des records. Et cette intelligence-là, comme l'a dit Passy, est à saluer chez Cristiano Ronaldo. Oui, et en plus de l'éthique du travail, il a cette intelligence, la capacité de s'adapter à la situation et de toujours rester performant. Statistiquement, depuis plus de 10 ans, il est toujours au top. Quand il faut compter les meilleurs buteurs d'une saison ou d'une année civile, tu verras toujours la tête de Cristiano Ronaldo. À ce niveau, c'est à saluer. Maintenant, pour atteindre tous ces objectifs-là, parce qu'à chaque objectif atteint, il y a un autre plus élevé qu'il veut atteindre. Pour le moment, Roberto Martinez lui fait confiance en équipe nationale, mais pour le moment, c'est une charité. Si on entame une vraie compétition comme la Coupe du Monde et l'Euro qui arrive, il lui sera vraiment difficile. Je pense que Ronaldo il a compris. Mais il ne va pas être titulaire indiscutable à chaque fois. Titulaire indiscutable, ça lui sera vraiment difficile parce que l'équipe du Portugal est vraiment lotie en effectif. Il a dit en conférence de presse, en tant que ses pieds ne lâchent pas, il va être sur le terrain, il va continuer à jouer. Il va continuer, mais c'est parce que si c'était l'entraîneur de la Coupe du Monde qui était resté, il n'aurait pas été appelé. Mais c'est l'arrivée de Roberto Martinez qui veut se mettre d'abord le public portugais dans la poche, qui l'a ramené. Et on verra si ça peut continuer après l'Euro et en Arabie Saoudite. On le verra à l'Euro, mais ce n'est pas probable pour la Coupe du Monde, même s'il veut participer à cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde est lointaine pour le moment. En 2026. Il veut participer, il a dit en conférence de presse, il veut y être pour la Coupe du Monde, pour la dernière Coupe du Monde, et stopper carrément sa carrière. Si le corps ne lui lâche pas, oui, c'est faisable. Lui, tant que le corps va tenir, il va continuer à jouer au football. Mais la nature humaine est même comme si ça. Son grand rival de l'autre côté, on va parler de lui dans quelques secondes. Lui, il commence à sortir à 15 minutes du match, 20 minutes du match.
Est-ce que ces deux joueurs-là commencent la retraite anticipée? La retraite, petit à petit. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un qui a carrément pour lui atteint tous ses buts dans la vie. Déjà. Il y en a un autre qui pense qu'il y a toujours quelque chose à atteindre. Même si en termes d'âge, il est encore devant. Et c'est quelque peu, mais c'est la fin d'une ère. Et quand on atteint un certain âge, à partir de 35 ans dans le football moderne, dans ce football-là, en tout cas pour le haut niveau, c'est vraiment difficile de rester compétitif. Quand on parle de Ronaldo, on a envie vraiment de partir jusqu'au bout de cette émission. Mais en tout cas, on va aussi parler de notre grand titan, pourquoi pas l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, juste après cette transition. Sur ce plateau, on a parlé de Ronaldo. Cette fois-ci, on va parler d'un autre titan, Lionel Messi, pour le Ballon d'Or, qui va succéder à Karim Benzema. En tout cas, une information a fuité la semaine passée. C'est le nom de Messi qui a surgi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce nom serait surgi? Voilà la question de Bin. On pensait qu'Erling Haaland ou Mbappé allait succéder à Karim Benzema. Et c'est Lionel Messi qui est parti pour succéder à ce joueur-là. C'est un secret de polichinelle. Depuis la Coupe du Monde, on savait déjà qu'il était parti pour prendre ce Ballon d'Or. Je crois que le suspense a été savamment orchestré. Sinon, normalement, il n'y aurait pas eu de débat et c'est tout à fait normal que le Ballon d'Or puisse lui revenir. En année de Coupe du Monde, le vainqueur ou le joueur le plus décisif ou qui prend la Coupe du Monde est naturellement sacré, à quelques exceptions près. Mais c'est normal et c'est naturel qu'il le soit. Il a été approché par France Football. C'est lui qui dessert le Ballon d'Or. Ouais. Il doit se rendre prochainement à Paris pour peut-être soulever son 8e Ballon d'Or. Ouais. C'est monstrueux ce qu'il est en train de réussir, Lionel Messi. C'est qu'il a déjà réussi d'abord parce que je pense que là, c'est le 8e et le dernier. On va attendre. Ouais, c'est le Ballon d'Or. Tu dis le dernier. Non, sûrement c'est le dernier Ballon d'Or parce que je ne crois pas si en 2026 quand même on le verra à la Coupe du Monde. Ça c'est incertain, ça c'est entre parenthèses, on verra. Mais ce Ballon d'Or, alors il est largement mérité parce que ce qu'il a fait. Les nominés, il était avec Erling Haaland, il était avec Kylian Mbappé. Ils ont toujours le conditionnel. Voilà, s'il l'obtient, je pense que ça a fuité. Déjà, tout le monde sait que, comme tu l'as dit, c'était un secret de polichinelle. C'était connu d'avance après la Coupe du Monde parce qu'un joueur qui a réalisé, non seulement qui a fini meilleur joueur de la compétition, qui a été aussi sacré champion du monde, et alors en club aussi, ils avaient quand même remporté la Ligue 1. Je pense qu'il était très bien parti. C'était, tout le monde connaît d'avance qui était le Ballon d'Or de cette année. Hein. Le Ballon d'Or n'est pas discutable cette année, Amadou? Bon, écoutez, ça quand même, je pense que ce n'est pas un débat. Les personnes quand même étaient quand même réticentes concernant la situation de Lionel Messi. La situation était palpable, était claire. Vous savez, surtout la Coupe du Monde, ça a été un trophée majeur pour Lionel Messi. Ça a été tout le temps un défi pour Messi. À un certain moment, il est parti en Coupe du Monde, il a chuté. Voilà, il a abandonné. Après, il est revenu encore avec assez d'abnégation. Tout le monde, les gens ont joué pour Messi. Messi, lui aussi, il a joué pour tout le monde. Et au dernier carré, avec les confrontations directes des très grandes nations, surtout avec l'équipe de France, le fait qu'il a remporté la Coupe du Monde devant Kylian Mbappé, ça lui a donné assez de poids. Et puis après, le Paris Saint-Germain, même si ça n'allait pas tellement bien, il est parti aux États-Unis. Le début encore, il a attiré l'attention de tout le monde vers les États-Unis d'Amérique. Moi, je pense que Lionel Messi, il reste et demeure un bon joueur. Ah bah si. Oui, il est bien parti parce que les statistiques déjà en parlent. Hein, les statistiques déjà font foi parce il a été vainqueur de la Coupe du Monde. Il a été encore l'acteur majeur dans les titres décisifs, même si dans son club, il n'a vraiment pas répondu très bien. À un moment, il avait pris la Ligue 1. Oui, il a pris quand même la Ligue 1, mais à un moment, il était un tout petit peu ségrégué au sein du club. Bien sûr, oui, on peut le dire. Non, c'était juste qu'il n'avait pas pu s'adapter. En tout cas, il n'avait pas su se faire une place au PSG. Il y a eu en tout cas cette guerre. Il s'est fait siffler à un moment par les ultras. Il a pété dans les vestiaires. Non, tu sais, à un moment donné, il est arrivé, c'était un joueur, je pense que l'objectif qui était là, il était tant attendu. Alors sur le terrain, il n'a pas su quand même donner. Mais d'ici là, avant qu'il ne vienne, il avait déjà tracé son chemin pour le Ballon d'Or.
Ouais. Donc, je pense que c'était bien parti. Même s'il n'a pas été l'acteur majeur au sein du Paris Saint-Germain, mais il a fait ses preuves. Il est parti en Coupe du Monde. Peut-être c'est Paris qui ne l'a pas porté confiance, mais en Argentine, il s'est porté confiance. Il a pris plutôt le fardeau et puis il a porté la Coupe du Monde. Et puis à sa famille. Cette fois-ci, il n'y a pas de discussion autour de ce ballon d'or. Messi le mérite à 100%. Il n'y a pas de débat possible. Il n'y a pas de débat possible. C'est qu'on le savait déjà depuis la finale de la Coupe du Monde. On le savait déjà. Le simple fait qu'il y ait discussion en ce moment, c'est parce que le football est fait ainsi. Sinon, c'est tout à fait naturel et normal. Non, c'était bien, ça c'était bien vu parce que si vous prenez Haaland, c'est vrai, il a pris la Ligue des Champions, ils ont été champions d'Angleterre avec Manchester City et de l'autre côté, meilleur buteur en championnat et Ligue des Champions, mais je pense que ça a été insuffisant parce qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde. Alors que, voilà, Messi, lui, il a joué la Coupe du Monde parce que ça rentre dans les annales de la FIFA. Et de l'autre côté, en France, à Paris Saint-Germain, il a joué au même titre que Kylian Mbappé. Ils ont remporté ensemble la Ligue 1 et devant Mbappé, il a remporté la Coupe du Monde. Donc, il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. C'est la logique qui a été. Là, il y a l'étincelle. Je comprends pas. C'est parce que c'est toi qui cherches l'étincelle. C'est toi qui cherches l'étincelle. Amadou, on a World Sport le jeudi. Qu'est-ce qui nous attend? L'actualité obligeante, c'est la meilleure compétition africaine du continent, on peut le dire ainsi. On parlera des tirages au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, les chances de la Guinée et l'avant-goût de la compétition, surtout au niveau des tirages. La Côte d'Ivoire, quand même, ils ont pu quand même réussir à organiser cette situation. Et cette fois-ci, on va parler des droits TV parce que jusqu'à la dernière information, c'est la radio-télévision ivoirienne qui va essayer de produire le match. Pas Canal+, pas autre personne. On va voir cette fois-ci, est-ce qu'ils vont relever le défi? C'est possible de relever le défi rapidement? Oui, c'est faisable. Les Ivoiriens sont en constante progression à ce niveau. Au niveau audiovisuel, il faut voir la NCI, il faut voir beaucoup d'autres chaînes. Ils peuvent le faire. Et vous? Oui, c'est faisable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une nation qui est en train de travailler et surtout de mettre de la qualité, Aujourd'hui, comme il a dit NCI, quand vous regardez, ils font des émissions, des trucs, c'est énorme. Ils peuvent le faire, pourquoi pas. L'avant-goût, est-ce que le Sili peut sortir de ses poules, Passy? Oui, déjà, on se met en confiance. On se met en confiance dans cette poule parce que c'est vrai, on n'a pas des acteurs que par rapport aux autres formations. Et la Guinée peut vraiment faire. C'est faisable. Rapidement, quelques secondes pour vous trois. C'est possible de sortir de cette poule. Sénégal, Cameroun, Gambie. Très compliqué pour la Guinée. Oui, difficile, mais faisable. Si on passe cette fois-ci, on va casser le plafond vert. Tout à fait. Ah ouais, c'est faisable. On s'est retrouvé avec Cameroun en 2015 et la Côte d'Ivoire dans la même poule. On a réussi quand même à passer. Moi, je pense que l'équipe qui me fait beaucoup plus peur, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, je pense qu'on peut finir et puis passer les poules. Non, moi, c'est la Gambie. La Gambie, c'est une équipe qui, voilà. Je pense que ça, c'est le vestige du passé qui revient. On sait ce qui s'était passé. Merci de m'avoir aidé à préparer cette émission. Le carton, avant de passer vers Passy. Cette fois-ci, moi, je donne un carton vert à Abdoulaye Touré qui a fait un bon match contre la Guinée-Bissau. Passy. Ouais. Carton vert à Kabagawara qui a fait match amical avec un résultat d'un but. Et vous, Passy? Ça va, Passy. Et Jean? Le carton, donc tu n'as pas de carton. Alors, un coup de cœur pour madame. Non, elle supporte le Brésil, je ne suis pas trop fan du Brésil. Sinon, un clin d'œil à Pablo Gaviran. Ah, t'as pris mon carton, il ne fallait pas le faire. Parce que j'allais vouloir donner un carton à Gavi qui, quand même, est énorme. C'est un jeune aujourd'hui qui est en train de monter en puissance et qui est en train de réaliser des performances exceptionnelles. Et bien, je vais donner un carton vert à Lionel Messi qui part pour son 8e ballon d'or. Un coup de cœur. Pour moi, un coup de cœur. Au PDG de cette station de la radio-télé Kavi Média qui nous écoute à travers la radio 89.5 dans sa voiture avec Dramé, comme je l'apprends. Et l'autre côté, un carton vert à nos deux cadreurs, Gian, Tidiane, la régie, Vaba et pourquoi pas notre réalisateur Michel Ouamouno. Merci à tous de nous avoir aidés à réaliser cette émission. On se retrouve le jeudi dans All Sport.